Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Ça vous parle. 66% de la population adulte au pays souffre d'un excès de poids, mauvaises habitudes alimentaires et rythme de vie inadapté. On en parle. C'est un fléau qui touche de nombreux Calédoniens. L'obésité peut provoquer des conséquences graves. Quelles sont-elles? Comment prévenir l'obésité et vers qui se tourner pour être conseillé? Docteur Dominique Megraoua de l'Agence sanitaire et sociale en parlera sur ce plateau. Je reçois également Caroline Hidou qui témoignera également avec nous tout le long de cette émission. Natacha présentera sa chronique culinaire ce soir. Elle nous emmènera du côté de Cougny. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Docteur Megraoua, est-ce qu'aujourd'hui on meurt encore en Calédonie des maladies liées à l'obésité? Oui, et c'est même la première cause, le premier problème de santé publique de Nouvelle-Calédonie. Plus de 100 000 Calédoniens souffrent d'obésité. Une pathologie toute récente. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a reconnu l'obésité comme maladie seulement en 1998. Donc on fête 25 ans cette année. Pour autant, ça n'est pas encore passé dans tous les esprits. Trop nombreux sont ceux qui pensent que l'obésité n'est pas une maladie. Et trop nombreux sont les Calédoniens obèses qui ne se sentent pas obèses. On en parlera avec les chiffres. Vous parlez de nombreuses maladies, on peut en citer ? Alors les conséquences, l'obésité c'est une maladie parce que le tissu adipeux, le tissu de réserve, cette graisse est un véritable organe qui sécrète des choses et notamment des molécules qui provoquent l'inflammation. Et cette inflammation va entraîner tout un tas de cortèges de ce qu'on appelle de comorbidités, c'est-à-dire de maladies plutôt cardiovasculaires et métaboliques, la tension, le risque d'accident vasculaire cérébral, le diabète pour citer les principaux. Pour bien comprendre à partir de quand on est considéré comme obèse ? Alors, cette obésité, elle entraîne des problèmes d'inflammation, mais elle entraîne aussi des problèmes mécaniques, des douleurs de dos, de genoux, de hanches, de chevilles, des problèmes pour se déplacer, pour ne serait-ce que lasser ses chaussures, et puis des problèmes d'image de soi, et des souffrances en termes de grossophobie notamment. Donc, vous voyez que ces complications, elles arrivent un peu sur tous les modes, le corps, mais aussi l'esprit. Alors, ce qui qualifie l'obésité, il y a une double approche, une approche en quantité, quantitative, et là, on se sert du rapport poids-taille qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Et les normes sont internationales, dictées par l'OMS. Et quand on a un rapport poids-taille supérieur à 30, un IMC supérieur à 30, on est considéré comme obèse. Caroline Hidou, rebonsoir. Bonsoir. Vous avez présenté en 2018 un TEDx intitulé « J'habite dans une grosse dame ». Tout à fait. Alors aujourd'hui, quelle est votre situation? Dans quelle démarche vous êtes? Alors déjà, après tout ce qu'on vient d'entendre, je veux juste rassurer ma famille et mes amis, je vais bien. Je souffre pas d'obésité, je la vis au quotidien. Donc c'est une autre démarche, c'est pour ça que j'avais appelé ce TEDx « J'habite dans une grosse dame ». Où j'en suis aujourd'hui, écoutez, la prise de conscience, je pense que ce qu'il y a de plus important à comprendre, c'est que c'est pas le poids qui doit primer, c'est bien d'abord la prise de conscience qu'on a un problème et qu'on peut le régler, mais de manière différente. Si on se focalise sur le poids, je pense qu'on a tous compris aujourd'hui que ça ne marche pas. La prise de conscience, depuis, vous l'avez faite il y a combien de temps, cette prise de conscience? Ça fait très longtemps. Après, il y a la prise de conscience, puis il y a le déclic. C'est pas vraiment la même chose. Ensuite, pourquoi j'ai voulu témoigner, c'était un petit peu aussi pour dédramatiser les choses, je crois. Le corps médical, vous l'avez entendu, on est automatiquement des patients. Je crois qu'en Nouvelle-Calédonie, comme dans le Pacifique, la particularité de l'obésité ou des obésités, parce que j'estime qu'il y en a plusieurs, qu'il n'y en a pas qu'une, c'est bien de pas considérer en fait que d'être gros c'est un problème. Et paradoxalement, du coup, on passe complètement à la trappe l'importance médicale des choses, et ça peut entraîner effectivement des maladies. Ça peut, à long terme, plus souvent, c'est pour ça que c'est un petit peu pernicieux, c'est quand on arrive sur des âges entre 40, 45, 50 ans que là, on commence à avoir des soucis si on ne les a pas eus avant. Mais c'est lié quand même, le poids avec la santé. Mais c'est quand même lié. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne prend pas 30 kilos ou 60 kilos, on ne devient pas obèse du jour au lendemain. Donc finalement, on a une certaine habitude qui s'installe. À 10, 20 kilos, on comprend qu'il y a un problème. Et puis passer les 20,
ma foi, ça ne représente plus rien en termes de poids. Il n'y a plus de différence entre 30 ou entre 60, à part effectivement sur la partie mécanique des choses. Avant tout, les douleurs aux genoux, au dos, les choses comme ça, se lasser les chaussures, des choses du quotidien qui vous alertent en fait. Et puis après, il y a eu pendant longtemps, en toute conscience, je pense que depuis 5 ans, le corps médical prend conscience que quand on est en surpoids, on a forcément du mal à se tourner vers la médecine, alors qu'il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte, il faut faire quelque chose. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, en tout cas en Nouvelle-Calédonie, ce sont les enfants. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont en surpoids et qui sont en train de commettre oui, c'est ça, qui sont en train d'avoir des dégâts importants. Très jeune. Je n'ai pas été obèse toute ma vie. J'ai vraiment commencé à prendre du surpoids, j'avais déjà 25 ans. Donc c'est quand même plus simple. Mais quand on commence dès 12 ans à avoir déjà 20 ou 30 kilos de trop, il ne faut pas les laisser comme ça. Il faut absolument les aider, quoi. Voilà. Avant de développer, je vous propose de regarder ce reportage. Vanessa Kofi, qui a suivi un atelier à l'Agence sanitaire et sociale. 5 contre 5. On se met sur un terrain et là on va jouer au foot. Mais c'est avec nos règles. Les cages, c'est des claquettes, le ballon te sort de la benne et on joue au foot. Est-ce qu'à ce moment-là on peut dire que c'est du sport? Oui, non, c'est un plaisir. À loisir. Ouais. Bon, retenez bien qu'on peut bouger pour son plaisir. Comment perdre du poids sans faire d'efforts ou plutôt comment pratiquer un sport sans se fatiguer? Ce sont les thèmes abordés dans ces ateliers proposés par l'ASSNC, l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Agathe rencontre des soucis de santé à cause de son surpoids et est atteinte de l'apnée du sommeil. C'est la première fois qu'elle participe à ces ateliers et elle en est satisfaite. J'ai pu découvrir beaucoup de choses, notamment en fait peut-être des petits gestes ou des choses qu'on faisait de tous les jours qui n'étaient pas forcément correctes ou bons pour notre santé. Donc ça m'a apporté beaucoup plus de connaissances sur mon état actuel et sur comment faire pour améliorer ma santé. Le but, c'est de trouver l'équilibre en fait chez le patient, l'équilibre au niveau alimentaire, activité physique, etc. Et pour y arriver, il faut changer un mode de vie. Et changer de mode de vie, ça ne se fait pas comme ça. Il faut du temps. Donc il va falloir trouver le cheminement pour qu'ils puissent, par eux-mêmes, ça c'est l'effet de l'éducation thérapeutique, qu'ils trouvent aussi les solutions par eux-mêmes pour que ça puisse durer dans le temps. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, ils puissent prendre les bonnes solutions sereinement et efficacement. La SSNC est dotée d'une équipe pluridisciplinaire. Marc intervient sur la partie sensibilisation qui commence par des ateliers comme ici pour leur expliquer le cheminement vers la perte de poids. S'enchaînent ensuite les activités physiques adaptées et ses collègues s'en chargent de la suite. Il y a mes collègues qui vont s'occuper de la partie médicaments, de la partie alimentation, etc. Puisque pour gérer le surpoids, l'obésité et le diabète, on doit agir sur tous ces plans. Et il y aura aussi des temps dédiés carrément sur la partie, on va dire, prise en charge morale et mentale avec la psychologue. Le suivi de chaque personne, comme pour Agathe, peut prendre à peu près 9 mois, voire 1 an. C'est le strict minimum, selon Marc, pour mettre en place les bonnes habitudes et vérifier que cela fonctionne. Docteur Megragua, dans le baromètre santé, seuls 5% se trouvent obèses, c'est ce qu'on lit, quand le baromètre parle de 38% de la population adulte. Comment vous l'expliquez ? C'est-à-dire que, comme je le disais en introduction, l'obésité n'est toujours pas considérée comme une maladie dans la population. Et comme vous le soulignez, 9 obèses sur 10 ne se considèrent pas comme ayant un problème de santé, comme étant obèses. Donc c'est des représentations qui sont aussi culturelles, bien entendu. Et il faut avancer là-dessus et informer la population et proposer le dépistage et expliquer ce que c'est que l'obésité. Donc je vous le disais en introduction, une maladie, mais aussi une maladie chronique. C'est-à-dire qu'une fois que ce tissu de réserve s'est accumulé, il va se fibroser et on ne va jamais guérir de la maladie. Donc il va falloir faire avec. Et tout ça, ça s'apprend. Donc on apporte des connaissances, mais aussi des pratiques pour améliorer la santé plus globalement. Ça, c'est la prise en charge qui a changé ces dernières années. L'objectif de perte de poids passe au second plan. On vise aujourd'hui une meilleure santé globale. Et donc on va jouer sur
3 grands axes, une meilleure alimentation, une meilleure activité physique, un meilleur mental, pour se sentir plus en santé malgré cette souffrance et cette obésité. C'est à travers ces ateliers, Exactement. la prise en charge, vous parlez de prise en charge. C'est ce que tout le monde devrait faire, c'est-à-dire une prise en charge multidisciplinaire avec différents professionnels de santé pour accompagner le patient, la personne, dans les objectifs qu'on se fixe ensemble pour améliorer sa santé. Donc on est une sorte de boîte à outils, on propose 1000 choses et c'est la personne qui choisit sur quelle petite chose il a envie d'évoluer, de faire bouger la ligne et d'améliorer sa santé, donc dans ces 3 grands domaines. Et pour aller plus loin sur ces ateliers, elles sont gratuites, c'est bien ça? Oui, à l'agence sanitaire et sociale, les stages sont gratuits et cet accompagnement tout le monde peut y aller est gratuit. Alors quand on souffre d'obésité, c'est-à-dire quand on a un rapport poids-taille supérieur à 30, tout le monde peut venir. Par contre, on est un centre avec une pédagogie adaptée uniquement à l'adulte, donc on ne reçoit que des adultes. Caroline, est-ce que vous avez suivi ces ateliers? Alors il y a très longtemps, mais je crois que ça durait, c'était plus un atelier de sensibilisation, ça durait quelques jours. Ah, c'était moins long, du coup, c'était pas forcément... C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je pense que depuis 5 ans, ça a énormément évolué sur le sujet et qu'on n'avait pas d'ailleurs la même vision des choses il y a 5 ans sur cette problématique. Vous parliez de 3 axes et je pense que le plus important pour moi, c'est vraiment l'axe psychologique et mental, parce qu'on connaît quand même aussi beaucoup de cas de personnes qui ont choisi la chirurgie, par exemple, ou qui ont maigri de par eux-mêmes et qui ont repris derrière l'ensemble des kilos perdus. Et je crois que vraiment le suivi psychologique ou l'acceptation qu'il va falloir changer, pas seulement d'alimentation ou de mode de vie, c'est quelque chose de très important pour que ça puisse s'enclencher de manière positive pour chacun. Et il y a aussi, de toute façon, il y a aussi la pression, on va dire médiatique, sur la minceur qui touche là, les jeunes adultes. Ils ne traitent pas les enfants, mais je pense que les jeunes filles de 18 ans aujourd'hui, elles ont aussi un problème par rapport à leur image. Souvent, on n'a pas parlé d'ailleurs depuis tout à l'heure, il y a un mot qu'on a banni depuis le début, c'est bien le mot régime. Et enfin, on bannit ce mot parce que ça ne sert à rien. Et à partir du moment où on rentre dans cette spirale-là, on ne peut que grossir. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne prend pas 30 kilos en 5 minutes. Donc c'est quelque chose qui peut s'installer dans le temps. Et donc je pense qu'on est assez d'accord pour dire aussi qu'au bout d'un moment, c'est tellement envahissant, c'est le mot, que de toute façon, moi ce dont j'avais parlé dans mon TEDx, j'avais le sentiment de souffrir d'une dissociation mentale entre l'image que j'avais de moi et l'image que j'ai réellement. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important à prendre en charge, et je crois que c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Est-ce que vous avez remarqué un changement de comportement chez les personnes? C'est-à-dire... Qui viennent chez nous? Oui, qui viennent chez vous. Oui, bien entendu. Alors, c'est facile pour nous. On a du temps à consacrer à ces personnes. On a une équipe multidisciplinaire formée qui fait ça depuis une vingtaine d'années aujourd'hui. Donc, les résultats sont là. La difficulté, c'est de tenir dans le temps. C'est facile d'obtenir des résultats à court terme. C'est difficile de les garder à plus long terme parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et les événements de vie vont faire qu'on va à certains moments baisser les bras. Et c'est pour ça aussi que cette prise en charge psychologique est prépondérante. C'est-à-dire comment demander à quelqu'un de bouger au quotidien quand il va pas bien et que il a les jambes coupées. Comment demander à quelqu'un de manger équilibré quand il est pas bien dans sa tête et qui ne rêve que d'un régime restrictif pour perdre du poids, alors que cette restriction cognitive, tous les régimes font grossir aujourd'hui, on le sait bien, et donc il faut surtout pas se tourner vers un régime. On va amener la personne à mieux apprendre à se connaître, à ne manger que quand elle a faim et non pas quand elle se sent un peu en difficulté. Voilà, s'écouter, écouter son corps, écouter sa faim. Et si on mange sans faim, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème, il va falloir le prendre en charge, gratter un petit peu là où ça fait mal et travailler avec la personne à trouver des solutions ensemble pour améliorer l'image de soi, pour lâcher prise, pour des tas de choses comme ça. Donc le bien-être, le sommeil sont au premier plan dans la prise en charge pour obtenir de petits changements en termes d'activité physique, pas de sport, surtout pas, c'est une grossièreté. En termes d'alimentation équilibrée, qui est relativement simple. L'alimentation équilibrée, c'est juste des règles de bon sens. L'alimentation, elle doit être d'abord vraie, c'est-à-dire il faut consommer des aliments qu'on a achetés soi-même et qu'on va cuisiner soi-même, des aliments bruts. Elle doit être variée. Cette notion de plaisir est capitale. Il faut varier l'alimentation pour y trouver du plaisir et pas être dans la restriction. On ne va pas se mettre à manger des aliments qu'on n'aime pas. Et il faut
enfin que cette alimentation ne contienne pas de produits chimiques, de pesticides, de choses comme ça. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'il faut se tourner vers le végétal. On est fait pour manger des fruits et légumes, donc l'alimentation devrait tourner autour de ces fruits et légumes. Aujourd'hui, on sait qu'ils coûtent cher, il faut des interventions en termes de collectivité, on va en parler quand on abordera la prévention. Avant d'aller plus loin sur le sujet, je vous propose d'aller du côté de Cougnier. On va parler recettes de cuisine. Cougnier à l'île des Pins avec Natacha Oyi. Elle a suivi Gabi Vakoumé, un jeune de Gadji, qui nous propose une recette à base d'une plante particulière et de crabes de cocotier. C'est une immersion à l'île des Pins que je vous propose aujourd'hui, et plus précisément à la tribu de Gadji, pour la recette du crabe de cocotier, accompagné d'une plante du bord de mer que l'on appelle en Akweni le tchanere. Mais tout de suite, direction Gadji, où nous attend Gabi Vakoumé pour la chasse et la récolte. Allez, c'est parti! Tchanere, tu vois un huiteng, huiteng, tu con huiteng, moi y'a qu'on bungi oué, mon gars qu'on magne. Ouais, ouais. Il m'a dit visiter mon romarin. Caitar, ayo. Là, Tchanere, gare quoi de gare ner, ayo. Ner. Kare we nge njanye mo na minyere nge ku menya kare we mo inge aga nga wana nge putingi de mia mongram ngo de mia mongramera rande mia trai Tchanere ma grano kinge inge mo me mo ala nywa gai ba vere me akona we uruto yang me travi wanya peti pakai we ange kwa menche kwa re votre tu ga makwe kwa re venue kwa nche ro kondu kwa nja vota inge ya de ma tum banyi ne Comme tu, on va tenir un pas, on va tuer un mira. Quoi le plus dangereux, Gabi, quand tu... Noir. On a mis tout un mira, c'est une voiture. Ouais, rien. On a mis ultime, c'est une voiture. Même si on a une voiture, on a attendant, mais... Voilà. Rien, inge. Gaya gare wamo Tchanere. Oh, poa leko. Ala, jome ya uwe. Nan jome uwe. Gare we inge. Ala, ayang gare we mbo. Gare choro. Bon matin, mais nous, ailleurs mais vous êtes encore de gagner, bon wero wuru mais non, pas ouais, bon Tchanere, quand on voit un jani, non, bon bouillir non, bon mais non, 30, 20 minutes, le temps n'est, il ne vaut moins. Karena naki na kwenye kene wumwe dari guyunan deh. La bo yawu yambu dari Tchanere dari choro uru dari waru. La kaya buaja aku me tumbu me aku noki. Tchanere mo inge awa nak tubuaru me kuki para tani para ndong wa miru ai babu motrite
Dari cuci di rokok. Voilà. En tout cas, merci Gabi, hein, parce que c'est une belle découverte. De rien. Oui. Natacha que l'on retrouvera le mois prochain et cette fois du côté de Djérou. On va parler ensuite de prévention, mais là c'est quand même un exemple de plat qui est bon et sain. Mais plus que de plat, de à mode manger. de vie, c'est-à-dire qu'il va dans la nature ramasser les plantes, il est actif physiquement, il est détendu parce qu'il est en contact avec la nature, il va ensuite chasser le crabe, là encore, il est actif physiquement. Et voilà, c'est... Le plat est très bien, mais le mode de vie est encore mieux. Notre ami Gabi, il risque pas l'obésité. Il a cette chance. Mais c'est pas permis à tout le monde. Voilà, c'est pas parce permis à qu'on tout est le dans monde. une société qui va un peu vite, qui provoque du stress. Et on n'apprend pas tellement la gestion du stress à l'école, de tous ces problèmes, les émotions. Et donc, on a encore de grands progrès à faire pour protéger les populations. Et ça, c'est de la responsabilité de la collectivité. Peut-être on est aussi un petit peu plus nombreux à chasser dans les supermarchés. Là. Ouais. C'est ça. Et justement, différent. dans les supermarchés, les légumes frais, ça a un coût ou est-ce que ça peut freiner aussi? Bien sûr, parce que dans le prix qui est vendu par l'industrie agroalimentaire ou la distribution, ne sont pas inclus les coûts de santé. Donc les produits de mauvaise qualité coûtent, bien entendu, avec ce système, moins cher que les produits de bonne qualité. Donc il faut légiférer, il faut passer par des lois, de la détaxe, mais aussi des taxes, de la détaxe pour encourager les filières des produits de qualité, pour baisser les prix, et au contraire, de la taxe sur les produits de mauvaise qualité, comme on a fait avec l'alcool, comme on a fait avec le tabac ces 50 dernières années. Il faut faire la même chose avec l'alimentation. D'autant que l'alimentation, on est obligé d'y aller, on est obligé de se nourrir tous les jours. Donc c'est une filière qui ne risque rien. Il n'y a pas de problème à avoir à l'horizon. On parlait de l'alimentation. Quelles sont les causes aussi de l'obésité? Alors les causes de l'obésité sont complexes, mais il y a deux grandes causes principales. Il y a un aspect génétique. On va naître avec une prédisposition, une certaine fragilité. Et puis c'est dans l'environnement dans lequel on va évoluer que les choses vont s'installer. La génétique, elle n'a pas bougé ces derniers millénaires. On a toujours les mêmes gènes, on a toujours la même génétique. Donc bien entendu, l'explosion de l'obésité, on parle aujourd'hui d'épidémie, elle est liée à notre environnement qu'on dit obésogène. Alors on parle d'épidémie qui est un terme impropre parce que l'épidémie, normalement, c'est une maladie transmissible comme la dengue, la grippe ou le Covid plus récemment. Là, on a une maladie non transmissible mais qui évolue tellement vite et qui touche toutes les classes de la société qu'on est obligé de parler d'épidémie. Caroline, donc là on a vu Natacha avec Gabi à l'île des Pins qui ont leur propre mode de vie. Est-ce que vous avez vous changé quelque chose dans votre façon de vie ou pas du tout? Pour quel objectif? Par rapport à votre santé, comme on le disait ces derniers temps. Oui, par exemple. Alors, le TEDx, je l'ai fait un petit peu comme une thérapie. Faut être honnête là-dessus, parce que je parle vraiment de quelque chose qui est très personnel. Et j'ai déposé quelque chose ce jour-là. Et je ne dis pas que j'ai perdu du poids, c'était il y a 4 ans, mais par contre, je suis plus sereine. On en parlait tout à l'heure, cette espèce de stress permanent face au monde du travail, face au monde médical, face aux amis, face à tout. C'est toujours assez compliqué. Personnellement, j'ai un conjoint qui était aussi en obésité et qui a perdu 55 kilos ces 2 dernières années sans passer par la chirurgie, sans passer par le corps médical, en marchant. Il s'est levé un matin, il en a eu ras-le-bol. Je suis contente qu'il ait eu son déclic et il s'est mis à marcher. Il a supprimé les sucres, ça c'est quand même un problème important dans la prise de poids. Et même si on ne doit pas parler de poids, il y a quand même une partie alimentaire déséquilibrée. J'ai mon coach sportif qui parle de la nourriture après 21h, après son dernier repas. Souvent, on retourne dans le frigidaire vers 22h avant de se coucher. Et il appelle ça un doudou. Et en fait, j'ai trouvé que cette expression-là, elle était parfaite, parce que c'est bien ça, c'est bien un refuge, finalement, qu'on va chercher. Donc, c'est bien qu'il y a un problème ailleurs qu'il faut régler. Et celui-là va se régler de manière automatique, par la force des choses, en fait. Docteur Megrawa, ce sera, je pense, ma dernière question. Comment prévenir l'obésité? Il y a 2 démarches. Il y a une approche individuelle, c'est-à-dire renforcer les compétences de la population pour savoir d'où vient ce problème de santé et comment s'en prémunir, pour les amener à faire des bons choix de vie.
Mais ça marche pas très bien. On ne peut pas demander dans un environnement obésogène et mettre la responsabilité sur la population en leur disant faites des bons choix alors que l'environnement est mauvais. Et puis il y a une approche collective, c'est celle qui marche, mais qui oblige à une réflexion, à travailler en transdisciplinaire dans tous les secteurs de la société pour améliorer l'environnement global de la population pour qu'ils puissent adopter une alimentation équilibrée, avoir une activité physique tous les jours et vivre dans le bien-être. Lutter contre le stress, avoir suffisamment de sommeil. Alors, ça comporte tous les compartiments. On a parlé de l'alimentation, de taxes, de détaxes. Pour l'activité, ça va être un plan d'urbanisme avec plus de terrains, de stades ouverts pour les plus jeunes. Pour le bien-être, ça va être d'offrir dans les entreprises des temps de détente, des temps où on va apporter via des associations de la relaxation, de la sophrologie. À l'école, bien sûr, changer la donne avec un peu plus d'activité physique. Les gamins, ils sont devant leurs écrans après l'école, alors que nous, on était dehors dans la cour. Voilà. Donc la société a changé. Il faut que tout le monde s'y mette de concertation pour faire face à ce problème de santé publique majeur en Calédonie comme ailleurs. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci Caroline Lidou pour votre témoignage. Merci Dr Megrawa d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.